Bonjour à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo un peu différente. En effet, je vais revenir sur des dossiers dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, donc des dossiers de disparition inquiétante pour lesquels il y a eu assez récemment des mises à jour. Également, j'aimerais mettre en lumière certains témoignages que j'ai obtenus grâce à la médiatisation des dossiers sur ma chaîne YouTube. Alors ce sont des témoignages qui ont permis de récolter des informations supplémentaires sur certains dossiers, des informations qu'on n'avait pas, mais malheureusement qui n'ont pas permis à ce jour de les résoudre. Mais je voulais à travers cette vidéo également vous montrer l'importance de la médiatisation de certains dossiers de disparition, en tout cas des dossiers dont j'ai parlé sur ma chaîne, tout simplement pour vous dire que c'est très important de communiquer et de faire connaître au plus grand nombre les visages des personnes disparues et leurs histoires pour derrière faire avancer certains dossiers. Donc je vous en parlerai également, mais tout ça ce sera après la présentation du sponsor du jour. Alors en effet, nous avons un sponsor et vous le savez, c'est très important pour que je puisse continuer à faire le travail que je fais aujourd'hui sur ma chaîne. Donc je les remercie énormément. Il s'agit aujourd'hui de CyberGhost VPN. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un VPN comme son nom l'indique. Et un VPN, c'est quoi? C'est un réseau virtuel privé et ça vous permet de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je travaille à peu près partout, c'est-à-dire ça peut être chez moi, mais ça peut également être dans des cafés à Lyon ou dans les chambres d'hôtel à Paris parce que je me déplace très régulièrement à Paris. J'utilise beaucoup des Wi-Fi publics. Et vous le savez, les Wi-Fi publics sont assez peu sécurisés. Et grâce à l'activation de CyberGhost VPN sur mon ordinateur, je cache ma vraie adresse IP et mes données sont cryptées. Et donc je peux naviguer sur internet en toute sécurité. En plus de la protection de vos données, vous pouvez débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming comme Disney+, Netflix et Amazon Prime, pour les plus connus. En gros, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez regarder le contenu que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez. Tout ça en vous connectant au serveur approprié avec de très haut débit. Ce qui est bien, c'est que le logiciel est très facile d'utilisation et il met un point d'honneur à ne pas partager vos données. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger plusieurs appareils, exactement jusqu'à 7 appareils. Et donc si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, comme environ 38 millions d'utilisateurs dans le monde, j'ai une super offre à vous proposer et vous pourrez découvrir cette offre en cliquant dans le lien qui sera en barre de description et en commentaire épinglé. Donc je vous propose 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. En plus, on a une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours et à côté de ça, un support client vraiment efficace qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça peut vous rassurer si vous êtes vraiment frileux de ce type d'offre, c'est totalement sans risque. Donc n'hésitez pas à tester ce VPN. Moi je les remercie énormément de me sponsoriser aujourd'hui et on se retrouve juste après ça. Donc pour la première mise à jour de dossier, je voulais vous parler aujourd'hui de la disparition d'El Mekki Teraat. Alors je vais essayer d'être assez succincte dans le rappel des faits. J'avais en effet parlé de cette disparition il y a maintenant un peu plus d'1 an, donc le 15 janvier 2023. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo associée à cette disparition sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on avait notamment le fils d'El Mekki, Hicham, qui avait pris le temps de s'exprimer pour parler de son combat quasi quotidien pour retrouver son père El Mekki. Malheureusement, je tenais à préciser que c'était une des vidéos les moins vues sur ma chaîne et ça reflète bien ce que je vous dis depuis toutes ces années, notamment sur le fait
fait que le profil d'El Mekki intéresse beaucoup moins. Effectivement, El Mekki, à l'aube de ses 80 ans, était une personne atteinte d'Alzheimer. De plus, il avait un physique assez banal et ressemblait à énormément de grands-pères marocains. Et en effet, c'était très compliqué de pouvoir l'identifier. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait à l'époque son fils Hicham. Et donc de ce fait, l'intérêt pour les disparitions de profils tels que El Mekki est vraiment moindre. Donc si on retourne sur le contexte, c'est une disparition qui datait de 2015. El Mekki Terak habitait depuis des années à Champigny, quartier des Mordacs en région parisienne. Malgré une vie sans histoire, il avait une ombre au tableau, sa maladie, l'Alzheimer. Et en effet, les troubles cognitifs d'El Mekki étaient assez importants à ce moment-là. Néanmoins, c'est une maladie qui n'avait pas été diagnostiquée par un professionnel par manque de temps, mais il avait quand même des troubles cognitifs à ce moment-là assez sévères. En effet, il avait une perte de son vocabulaire français, il avait peur de son reflet dans le miroir, il avait de plus en plus de mal à reconnaître ses proches et il avait des problèmes de mémoire. C'est finalement Hicham, un de ses fils, qui va être le porte-parole de la famille dans tout ce qui va être médiatisation de la disparition de son père, donc d'El Mekki, qui va expliquer un peu les circonstances ou le moment où il s'est rendu compte que son père avait disparu. En effet, c'était en juillet 2015, au mi-juillet 2015, pour une fête où toute la famille devait se réunir, qu'on se rend compte qu'on n'a pas de nouvelles d'El Mekki. Lui, il avait vu pour la dernière fois son père début du mois de juillet, mais entre-temps, il n'avait pas eu de ses nouvelles. Et on se rend compte que personne n'a eu de ses nouvelles, et ça fait une dizaine de jours. Donc à ce moment-là, on est le vendredi 17 juillet 2015, les pompiers vont être envoyés au domicile d'El Mekki, vont même forcer l'ouverture et ils vont trouver un appartement vide. El Mekki a disparu. Donc dès le lendemain, la disparition inquiétante est déclarée au commissariat de Champigny et l'affaire sera suivie par la brigade de recherche des personnes disparues. Et c'est le début de l'angoisse pour toute la famille et ce pendant plusieurs années. Toutes les hypothèses dans ce dossier ont été envisagées, même s'il apparaît assez clairement dès le départ que l'hypothèse de la disparition inquiétante liée à son état cognitif apparaît la plus probable. En effet, on pense tout de suite qu'il a pu être désorienté, qu'il a pu se perdre et malheureusement ne jamais retrouver le chemin pour retourner chez lui. Et donc autour de cette hypothèse principale, beaucoup de recherches ont été effectuées et énormément par la famille d'El Mekki et par Hicham. Pas une trace d'El Mekki. Également à côté de ça, Hicham va ouvrir une page Facebook qui est suivie par environ 40 000 personnes et cette page va pouvoir servir à médiatiser un peu encore le dossier, même s'il l'a fait au tout début à travers des médias et qu'il a fait beaucoup de bruit à Paris pour faire parler de la disparition de son père. Et à travers cette page, il va pouvoir dire tout ce qu'il pense et notamment recueillir des témoignages. En fait, je vous le disais, El Mekki a un physique très commun. On a tous l'impression d'avoir déjà vu El Mekki tellement son physique est assez commun. Donc en effet, ça va amener à beaucoup de témoignages et malheureusement, ces témoignages, lorsqu'ils sont vérifiés, ne permettent pas de retrouver El Mekki. El Mekki était à côté de ça inscrit au fichier des personnes recherchées. J'avais dans ma première vidéo sur la disparition d'El Mekki parlé de la problématique en France des enterrés sous X. Et j'avais notamment dit, je me cite moi-même, combien de personnes sont disparues et enterrées sous X sans qu'on ait fait le rapprochement. D'ailleurs, je vous avais parlé à ce moment-là et c'est toujours actuel du travail énorme que la RPD fait sur cette problématique des enterrés sous X, mais je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Et en effet, en parlant de cette problématique-là, j'avais mis le doigt sur quelque chose. Cette problématique est ressortie 8 ans après la disparition d'El Mekki. Et c'est vraiment grâce à la ténacité d'Hicham qu'on a pu obtenir des réponses concernant ce dossier. Je vous avais expliqué dans mon ancienne vidéo qu'il avait été recontacté en 2021 par la brigade de recherche des personnes disparues, qui lui demandait en effet de retrouver des affaires personnelles de son père pour pouvoir extraire son ADN et l'ajouter au FNEC, donc au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Vous savez, la base de données dont je vous ai énormément parlé dans toutes mes vidéos. Et donc Hicham a pu leur envoyer des cheveux de son père qu'il avait conservé et effectivement son ADN a pu y être retrouvé. Et c'est grâce à cela, donc en 2021, qu'en 2023, la famille d'El Mekki a enfin pu obtenir des réponses et c'est plus précisément le 26 septembre 2023. En effet, Hicham reçoit un appel alors qu'il est au travail et c'est la police qui va lui dire qu'ils ont retrouvé son père. Donc imaginez-vous, 8 ans après, on s'attend pas à recevoir ce type d'appel. Il lui expliquait que le corps de son père avait été retrouvé le 5 octobre 2015, soit seulement 3 mois après sa disparition.
et seulement à une dizaine de kilomètres de Champigny, dans une ville de Seine-Saint-Denis. Les circonstances de sa mort ne sont pas connues précisément et ne le seront probablement jamais. Comme il a été dit dans un article du Parisien, je cite, « Il a été découvert entre une voie ferrée et une zone industrielle, a priori par des manifestants dans le cadre de la grève d'une société. » Et donc à l'époque, les manifestants auraient franchi un chemin de traverse et ils ont été alertés par une odeur suspecte. Et finalement, ils seraient tombés sur la dépouille d'El Mekki qui était déjà assez abîmée. Et ce qui ressort, c'est qu'il est probablement tombé de fatigue à ce niveau-là. Et il a finalement été inhumé fin octobre 2015 sans que personne de sa famille le sache parce qu'on ne savait pas qui il était. Heureusement, à l'époque, l'ADN sur le corps d'El Mekki avait été prélevé avant qu'il soit inhumé. Heureusement, parce qu'on aurait très probablement, si ça n'avait pas été fait, eu de fin à cette disparition. Hicham va expliquer, et je cite à nouveau, « D'après ce que je sais, c'est une procédure qui est autorisée à la discrétion du maire et ça a été fait pour lui et c'est tant mieux pour nous. » Donc en effet, c'est grâce à l'ADN extrait et le profil génétique inscrit dans la base de données du FNEG que le lien a pu se faire finalement. Et dites-vous que pourtant à l'époque, Hicham avait fait énormément de bruit dans tous les médias. Il avait, je vous le dis, une page Facebook aujourd'hui avec presque 40 000 personnes qui le suivent, ce qui est quand même assez rare pour les pages Facebook ouvertes par des proches de personnes disparues. Et donc c'est quand même assez frustrant qu'aucun lien n'avait été fait à l'époque. Il a finalement été enterré dans un carré des indigents dans le cimetière du secteur où il a été découvert en tant que Monsieur X. Dites-vous, ça faisait 8 ans qu'il cherchait son père alors que son père était enterré pendant tout ce temps-là. Donc il cherchait quelqu'un qui n'était malheureusement plus de ce monde. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Et c'est là qu'on montre encore les lacunes de la prise en charge des enterrés sous X en France. Et donc je terminerai cette vidéo avec quelques mots d'Hicham que je vous mets ici en vidéo. Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Juste vous dire que aujourd'hui là, j'ai pu aller me recueillir sur la tombe de mon père. On l'a enfin retrouvé. J'ai ri et pleuré en même temps. Les corps des personnes enterrées sous X sont gardés par moments 5 ans en moyenne, ou 10 ans dans certaines communes. Et là, on savait pas du tout s'ils avaient fait le taf. Donc du coup, ils ont pas fait le taf en fait. Donc du coup, mon père est encore là en fait. On enclenche les démarches pour pouvoir l'exhumer et pour pouvoir l'enterrer dignement. Faire quelque chose de bien, de carré, quelque chose qui mérite et avoir un maximum de personnes à ses obsèques. Et on fera une salade janaza ce jour-là quand on pourra l'enterrer. Et c'est juste génial en fait. Le deuxième dossier dont je vais vous parler aujourd'hui pour les mises à jour, c'est le dossier de Chantal Morisset. Donc c'était une vidéo que j'avais fait assez récemment, donc le 18 octobre 2023. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo, elle est très complète et ça montre toutes les pistes et tout le travail qui avait été fait derrière par la RPD. Alors oui, la RPD, parce que c'est un dossier ARPD. ARPD, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une association d'assistance et recherche de personnes disparues pour laquelle je suis enquêtrice bénévole et également vice-présidente nationale. Donc ce sont nos bénévoles ARPD normands qui se sont chargés du dossier. Pour ce qui avait été de la vidéo, moi j'étais en contact avec le frère et la sœur de Chantal. Pour rappel rapide des faits également, Chantal était âgée de 63 ans au moment des faits. Elle était mariée depuis de nombreuses années avec Didier et ils habitaient ensemble à Saint-Mexan, non loin de Tulle. De ce qui nous avait été rapporté au moment de sa disparition, Chantal avait vécu énormément de phases de dépression dans les 20 dernières années de sa vie et elle a été longtemps sous traitement antidépresseur, traitement qu'elle ne prenait plus depuis environ 1 an et demi avant sa disparition. Comme tous les couples, le couple avait connu des hauts et des bas avec une grosse phase négative de ce qui nous avait été rapporté en 2022 et ça semblait aller mieux en 2023. Également, l'entente entre tous les membres de la famille n'était pas au beau fixe. En effet, Didier, donc le mari de Chantal, ne s'entendait pas avec le frère de cette dernière, donc Jean-Michel. Là, on en vient vraiment au contexte de la disparition. C'est lors d'un voyage en camping-car à 2 en Normandie et plus précisément aux alentours de Dieppe, donc c'est une région dont est originaire Didier, qu'en mai 2023, tout va basculer. Plus précisément, juste après leur arrivée à Dieppe le mardi 30 mai 2023. Ils vont garer leur camping-car
sur l'aire de camping du front de mer. Et c'est à partir de là qu'on n'a plus que la version de Didier. Donc tout ce que je dis, c'est ce que lui nous a rapporté. Notamment, il explique que le jour de leur arrivée, en fin de journée, ils avaient voulu faire la surprise à la sœur de Didier en lui rendant une petite visite. Sauf que ça s'est assez mal passé. L'accueil a été glacial, tout simplement parce que Didier et sa sœur ne s'entendent pas. Et ce serait à partir de là que le comportement de Chantal a changé drastiquement. Il lui rapporte qu'elle ne voulait plus du tout échanger avec lui, qu'elle était très froide et distante. Cependant, même si les tensions semblent persister le lendemain, donc le mercredi 31 mai 2023, ils vont quand même décider de réaliser leur sortie en vélo qu'ils avaient prévue. C'est une sortie en vélo électrique et ils empruntent pour cela la voie verte en direction de Forges-les-Eaux. Puis à un moment, Chantal se serait arrêtée sur un banc à 600 mètres environ après le château de Mesnières-en-Bray et elle aurait eu un comportement assez virulent avec son mari. Elle semblait impatiente et finalement, au bout d'une heure, elle décide de repartir. Didier essaye de la suivre, mais elle se montre assez virulente à son égard. Elle lui demande d'arrêter de la suivre et elle va même faire des menaces s'il continue à la suivre pour attenter à sa propre vie et elle faisait mine de se jeter sous des voitures. Donc à partir de ce moment-là, Didier va prendre un peu de distance, il va la laisser partir et il expliquera l'avoir vue la dernière fois entre Mesnières-en-Bray et Neufchâtel-en-Bray. À ce moment-là, quand il la revoit, il voit qu'elle est encore énervée et il va décider de repartir vers le camping-car, donc vers l'aire de parking à Dieppe, vers 13h. Finalement, il va avoir aucune nouvelle d'elle, elle ne revient pas au camping-car, c'est vers 17h qu'il décide de l'appeler. Elle ne répond pas, il va essayer d'appeler leurs enfants, ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Ils disent qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur mère non plus, et donc c'est plus tard en soirée qu'il va déclarer la disparition de Chantal au commissariat de police de Dieppe qui va se charger de l'affaire. Des recherches vont être organisées par les enquêteurs, des recherches terrestres avec des chiens et également la Béthune, donc la rivière, va être sondée et aucune trace au départ de Chantal ne va être trouvée. Les recherches vont être organisées autour d'une zone définie par le dernier bornage téléphonique de Chantal dans un rayon de 700 mètres autour de l'antenne relais située à Mesnières-en-Bray. Malheureusement, rien ne sera retrouvé dans cette zone et c'est finalement une dizaine de jours plus tard, après la disparition, plus précisément le vendredi 9 juin 2023, que des affaires de Chantal vont être retrouvées, notamment son vélo électrique, sur les bords de la Béthune, dans un lieu assez difficile d'accès, proche d'un chemin non goudronné et d'une ancienne ferme, en dehors de la zone de recherche définie par les gendarmes. Donc je vous ai dit, on a retrouvé son vélo, mais on a également retrouvé son casque, son coupe-vent, ses habits et son portable à Bure-en-Bray. Mais toujours aucune trace de Chantal. Par contre, au moment où j'ai sorti ma vidéo, c'est-à-dire près de 6 mois après la disparition, aucune battue n'avait été réalisée dans la zone autour de la découverte des affaires de Chantal. Ce qui est important de noter quand même ici, c'est que les gendarmes avaient réalisé des recherches par rapport aux caméras de vidéosurveillance. Notamment, Chantal a été vue vers les 13h à Mesnières-en-Bray sur la départementale 1, tandis que Didier, a lui, été vu dans les mêmes heures sur la voie verte du côté de Rouménil-Bouteille, à une quinzaine de minutes de l'aire de camping-car. Donc au même moment, il n'était pas du tout au même endroit. Donc je vous ai dit, la RPD a entre-temps été saisie par 2 personnes différentes de la famille. On a donc fait énormément de recherches. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est l'équipe ARPD normande. Ils ont fait beaucoup de recherches sur le terrain, beaucoup d'investigations. Mais je tiens à préciser que lorsqu'on a des informations importantes qu'on a réussi à récolter au sein de l'association, on les partage évidemment avec les enquêteurs officiels des dossiers si enquête il y a. À ce moment-là, toutes les pistes étaient possibles. La disparition volontaire pour changer de vie, un accident dans la rivière de la Béthune, même si on n'avait pas retrouvé de traces d'elle, et potentiellement une noyade derrière, un suicide ou encore un accident de voiture maquillé et l'implication d'une tierce personne. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, on avait prévu peu après sa sortie de réaliser une battue, d'aider en tout cas la famille à réaliser une battue sur le terrain, et je l'avais même fait un appel aux bénévoles et effectivement il y en a plusieurs qui regardaient ma vidéo qui ont proposé leur aide à l'enquêtrice principale du dossier de la disparition de Chantal en Normandie, donc je vous remercie énormément. C'était une battue qu'on avait prévu de faire avec des chiens renifleurs de cadavres entre autres, mais nous n'avons jamais réalisé cette battue et pour cause.
En effet, une information nous parvient en interne puis ensuite dans les médias le mardi 12 décembre 2023, soit 7 mois après la disparition, à la suite d'une battue finalement réalisée par la police en charge du dossier. Dans le secteur, autour des affaires de Chantal qui ont été retrouvées, vous vous rappelez, proches de la rivière Béthune. On apprend quoi? On apprend qu'un corps a été découvert dans un secteur boisé sur le territoire de Mesnières-en-Bray. Et on a plusieurs sources concordantes qui expliquent que l'état du cadavre à ce moment-là ne permettait pas de l'identifier. Même s'il y avait très peu de doutes qui subsistaient quant à l'identité du cadavre, en effet, par rapport à la localisation de ce dernier, qui était très proche des affaires retrouvées de Chantal et surtout sur le fait qu'il n'y avait pas d'autres disparitions à ce moment-là qui avaient été recensées. Et c'est au niveau des bois, donc des bois du Pontier-Blon, derrière l'ancienne ferme que le corps a été retrouvé. Donc c'est une zone que la RPD avait prévu de fouiller lors d'une future battue. Le procureur de la République de Dieppe va dire, je cite, que l'enquête est menée en recherche des causes de la mort. Un prélèvement ADN a évidemment été réalisé sur le corps pour faire la comparaison avec l'ADN de Chantal. Également, une autopsie va être faite et on a des résultats rapides qui arrivent. En janvier, les résultats disent que, effectivement, sans surprise, l'ADN prélevé sur le corps retrouvé correspond bien à l'ADN de Chantal Morisset. Donc on sait que Chantal, malheureusement, est décédée et les premiers éléments font penser à un suicide car en effet Chantal a été retrouvée pendue à un arbre. Le procureur a également fait savoir le résultat de l'autopsie, je le cite à nouveau, l'autopsie du corps n'a révélé aucune interaction avec un tiers, la piste du suicide est donc privilégiée. Enfin, le corps a été retrouvé non loin des effets personnels découverts en début d'enquête. Alors il faut savoir que mon intervention en vidéo a eu un impact assez conséquent sur le dossier. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que de sources sûres et multiples, c'est après avoir vu ma vidéo que les gendarmes ont voulu réaliser cette battue avant que la famille et la RPD ne réalisent la sienne. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas si ça a pu les motiver à la faire plus vite, je suis assez contente parce que cette battue a permis de retrouver Chantal derrière. Je suis quand même assez heureuse qu'il y ait une finalité à cette histoire, même si, je le sais, du côté des frères et sœurs de Chantal, il y a encore des questions qui se posent quant à la décision de leur sœur de sauter la vie. Ils ont tous finalement pu se recueillir lors d'une cérémonie et se recueillir sur sa tombe. Jean-Michel, je suis quand même assez souvent en contact avec lui. Je sais également que les derniers mois pour lui et pour son autre sœur Muriel ont été assez durs. J'imagine qu'ils l'ont été tout autant pour Didier et ses enfants. Et on ne peut aujourd'hui que souhaiter que la douleur s'atténue avec le temps. Maintenant, je vais vous parler d'un autre dossier et de ses mises à jour. La disparition d'Arthur Anger. Donc c'est une disparition qui date de 2017. J'en avais parlé il y a environ 2 ans et demi sur ma chaîne, donc ça commence à dater, plus précisément le 13 juin 2021. Je vais pas vous mentir, je pensais pas qu'on aurait des nouvelles de sitôt. Par surprise, on en a eu. C'est quand même une bonne chose. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais faite sur ce dossier avant de voir cette mise à jour si vous ne connaissez pas le dossier de la disparition d'Arthur Anger. Donc, au moment de sa disparition, Arthur Anger avait 30 ans. C'était un grand voyageur qui avait prévu de faire le tour du monde à pied, en polluant le moins et de manière éthique, en dehors des sentiers battus, et ce depuis octobre 2013. Il voyage seulement avec un sac à dos duquel il ne se sépare jamais, et il voyage sans téléphone portable. Par contre, il écrivait à ses proches une fois par mois, et ce à l'aide de sa tablette numérique qu'il utilisait simplement pour ça. Dans les mails, il rassurait sa famille, il leur expliquait ce qu'il avait fait durant le mois passé et ce qu'il allait faire le mois d'après. Finalement, son périple l'amène fin 2016 au sud de l'Asie. On sait que début 2017, il est au Bangladesh. Le 21 janvier 2017, c'est le dernier mail envoyé par Arthur à ses proches. Et dans ce mail, il explique à sa famille qu'il a prévu de rejoindre un ami en Malaisie et il voulait partir en bateau du Bangladesh pour le rejoindre. Finalement, 2 mois passent, aucune nouvelle d'Arthur. La mère d'Arthur va déclarer la disparition de son fils à l'ambassade des affaires étrangères. Une page Facebook va être créée, la page Arthur Where Are You, pour récolter des témoignages dans toutes les langues. Ça a énormément marché parce qu'on a des photos qui apparaissent, une photo du 22 janvier 2017 avec 2 Bangladais qui ont pu être contactés et ils nous expliquent qu'à ce moment-là ils étaient à Khulna et que Arthur cherchait un camion pour l'amener à Chittagong, tout au sud
du Bangladesh. Ensuite, le 26 janvier, on apprend qu'il avait envoyé un dernier mail à son ami. Et là, il était à Dhaka, l'ami qu'il devait rejoindre en Malaisie. Et on apprend qu'il n'arrivait pas à trouver de bateau et qu'il allait très certainement essayer de le rejoindre par voie terrestre. Par voie terrestre, ça veut dire en passant par la Birmanie. Et finalement, on a une dernière preuve de vie qui arrive à la famille. C'est une photo qui date du 28 janvier 2017 à Tanche, et c'est vraiment proche de la frontière avec la Birmanie. Donc on pense qu'il a prévu vraiment de passer par la frontière. Notamment, on sait qu'il avait acheté un visa pour la Birmanie et il avait l'autorisation d'y passer. Donc malheureusement, ce visa n'a jamais été tamponné après plusieurs recherches effectuées. Et on sait aussi qu'il n'est jamais allé dans l'hôtel qu'il avait réservé en Birmanie, hôtel réservé à Rangoon du 30 au 1er février 2017. Donc on se dit qu'il a très certainement disparu avant de pouvoir passer la frontière. Frontière, je vous le rappelle et je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, qui est quand même très dangereuse, notamment due au conflit armé avec le génocide des Rohingyas. Donc c'est assez complexe, je vous en parlerai pas plus dans cette vidéo, mais il y a des recherches qui ont été faites, ça a été quand même assez lent. Il y a une enquête française qui n'a pas donné grand chose au départ. Finalement, la famille se rend sur place et emmène avec elle la médium assez célèbre Geneviève Delpech, qui elle avait des visions à un endroit précis d'Arthur, mais finalement on n'a pas trouvé Arthur à ce niveau-là. Et là, alors surprise, on apprend en 2020 que février 2019, des affaires d'Arthur avaient été retrouvées. Donc notamment son sac avec sa carte bancaire, mais il manquait sa tablette et son passeport. Et là, ça commence vraiment à être inquiétant. Ces affaires sont retrouvées dans un lieu isolé, dangereux, dans un fourré. On se dit qu'il a dû se passer vraiment quelque chose. Finalement, en 2021, j'avais émis dans ma vidéo quelques hypothèses. Alors, j'avais mis celle de l'accident, d'un meurtre, d'une prise d'otage. Et aujourd'hui, 7 ans après, il y a beaucoup de questions qui se posent encore sur ce qui a pu se passer avec Arthur, mais on a quand même eu des mises à jour assez conséquentes dans ce dossier. Je pense que comme beaucoup, si vous êtes intéressé par cette disparition, vous devez suivre la page Facebook Arthur Where Are You. Et le 30 novembre 2023, j'ai été interpellée par un post et j'en croyais pas mes yeux quand je l'ai lu, donc je vais vous le lire. Ça va être un peu long mais c'est important, ce sont les mots de la famille d'Arthur. Bonjour à tous, nous voici arrivés à la fin de l'histoire pour notre fils, frère et ami Arthur. De récentes informations provenant des autorités françaises le laissaient présager, mais sans aucune preuve jusque-lors. C'est à présent une certitude, des analyses ADN ont confirmé son identité. Arthur est décédé. Nous ne saurons certainement jamais ce qui lui est arrivé pour que sa route s'arrête subitement. C'est hélas ainsi. Près de 7 ans à attendre sans réponse, sans aucune information concrète. Durant cette interminable angoisse, des interrogations, des espoirs, des doutes, pour ses proches, mais aussi pour vous tous qui nous avez soutenus. Nous vous remercions chaudement tous les 4 du fond du cœur, Mireille, Fabrice, Camille et Gaspard. Donc c'est un message très touchant qui fait quand même penser que beaucoup de questions subsistent encore aujourd'hui sur ce qui a pu réellement se passer avec Arthur. Finalement, les obsèques d'Arthur ont été faites le 16 décembre 2023 à Béziers, dans sa région natale. Donc là, je vous ai parlé de 3 dossiers, malheureusement avec des mises à jour quand même assez tristes. Mais ce sont des mises à jour qui sont quand même importantes à faire passer et qui permettent à moindre mesure à la famille de faire son deuil. Donc on peut simplement penser à eux et aux personnes disparues qui ont perdu la vie. Je voulais également vous faire rapidement un point sur l'importance de médiatiser les disparitions, même peu connues, que ce soit à travers une chaîne comme la mienne ou tout simplement à travers d'autres médias. Une chaîne comme la mienne, ça permet à des personnes de s'exprimer en commentaire ou de venir me contacter soit sur mes réseaux sociaux ou par mail directement, ou contacter les coordonnées qu'ils voient sur les avis de disparition ARPD et donner des informations qui peuvent faire avancer assez significativement les dossiers de disparition. Donc sans aller dans les détails pour le respect et le bien des enquêtes, je vais vous parler de quelques dossiers pour lesquels nous avons eu en effet des témoignages qui ont fait avancer les enquêtes, même si malheureusement ça n'a jamais permis de retrouver pour le moment les disparus. Mais évidemment si ça arrive, je vous en ferai part. Là on va parler de la disparition de Juliette Gourmans en 2022 en Belgique. Nous avons eu une information importante. La témoin s'est manifestée après avoir vu ma vidéo. J'ai pu donc échanger avec elle. Elle a été identifiée par la police de Namur et aux dernières nouvelles, elle devait être entendue. Également, on a eu des choses intéressantes pour la disparition de Valentin Mousset
en Inde en 2013, on a pu obtenir un acte d'enquête carrément suite à la diffusion de ma vidéo. Alors tout simplement parce que ma vidéo contenait des éléments audiovisuels jusqu'alors jamais médiatisés. Mais la médiatisation avait été autorisée par l'avocat de la mère de Valentin et par la mère de Valentin elle-même. Cela a donc pu remonter jusqu'à la juge d'instruction du dossier. Pour Mathieu Broutin, alors un jeune homme disparu en 2004, un témoin qui est venu me contacter directement sur mes réseaux sociaux suite au visionnage de ma vidéo. Alors assez inattendu quand même pour un dossier qui date comme celui-là. D'ailleurs depuis ma vidéo, la famille a saisi la RPD et nous analysons tout cela en ce moment même. Pour Hugues Buton, disparu en 2013, lui aussi c'est un dossier à RPD. Malheureusement ça avance pas et c'est très frustrant car il s'agit très probablement d'une disparition type criminelle. Des personnes qui connaissent les suspects potentiels et qui savent ce qui s'est probablement passé ont divulgué des informations suite au visionnage de la vidéo. Donc ce dossier, comme je vous le disais, avance très lentement et porté par le frère d'Hugues qui ne lâche rien et on est encore à fond donc dessus pour enquêter sur ces informations. C'est sûrement pour la disparition de Misha en 2019 qu'on a eu le plus de résultats, le plus de témoignages. Donc c'est un dossier également à RPD. C'est notamment donc grâce à la première médiatisation de ce dossier à travers ma chaîne YouTube, grâce je pense à la mise en place d'un Google Form complètement anonyme que j'avais mis à disposition pour cette vidéo et donc pour ce dossier. Les témoins m'ont relaté des informations très précises et cela nous a permis de relancer quelques pistes à ce jour qui sont bien investiguées par les équipes ARPD du Sud, donc ça avance bien et on est quand même très contents. Nous espérons évidemment obtenir plus de témoignages et on va médiatiser ce dossier à échelle nationale, donc sur M6 pour l'émission Appel à témoins le 4 mars 2024, donc lundi qui arrive à 21h en direct. D'ailleurs vous pourrez retrouver l'ARPD sur le plateau parce qu'en effet nous allons être 8 à être dans la call room et à répondre au téléphone, aux appels avec des témoins, on l'espère, surtout pour ce dossier parce que nous c'est un dossier ARPD. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusque-là. Je remercie à nouveau CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le lien en barre de description et en commentaire épinglé pour profiter de l'offre assez exceptionnelle que je vous offre aujourd'hui. N'hésitez pas à le tester, il y a la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, donc c'est vraiment sans risque. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.